j'ai claqué la porte de la cuisine si fort que les verres ont tremblé sur l'étagère, et dans ce silence fracassant, j'ai vu le visage de ma sœur se figer en un sourire carnassier que je ne lui connaissais pas. Prenez donc une pilule pour votre Alzheimer, maman, et toi papa, une pour tes crises d'ego ou mieux, inscrivez-vous à la maison de retraite des âmes perdues, c'est juste à côté. Les mots ont fusé comme des balles, et pour la première fois, j'ai compris que le poison qu'ils nous avaient distillé pendant des années allait enfin les ronger de l'intérieur. Ce n'était pas une réplique, c'était une déclaration de guerre, et moi, témoin muet, j'ai senti le sang affluer dans mes veines comme un feu longtemps couvé. Paris, cette ville qui nous avait vu naître et grandir dans l'ombre de leurs ambitions dévorantes, s'étalait sous nos fenêtres comme un décor indifférent. Notre appartement du Marais, avec ses moulures haussmanniennes et ses parquets qui craquaient sous le poids des non-dits, était devenu une arène. Maman, avec ses tailleurs Chanel impeccables et son regard qui disséquait chaque courbe de nos corps comme un scalpel, avait toujours vu en nous des extensions d'elle-même, des poupées à remodeler. Papa, le banquier aux tempes grisonnantes et au discours sur la discipline qui masquait sa propre lâcheté, applaudissait en silence. Et nous, Camille et moi, avions dansé sur leurs cordes tendues jusqu'à ce que l'une d'elles lâche. Ce dîner de famille, censé célébrer les 60 ans de mariage, un mensonge de plus dans leur album impeccablement truqué, avait viré au carnage en une phrase. Maman avait posé sa fourchette, les lèvres pincées en une ligne rouge sang, et lancé, « Camille, ma chérie, tu devrais vraiment essayer ces pilules minceurs que j'ai vues dans Vogue. À ton âge, on ne peut pas se permettre de déborder comme ça. » Les mots avaient glissé, sucrés comme du miel empoisonné, mais avec cette pointe acérée qui nous avait lacérés tant de fois. Papa avait hoché la tête, un sourire complice, oui, pour ton bien. La beauté, c'est un investissement. Camille avait ri. Pas un rire léger, non un éclat rauque, primal, qui a fait vibrer l'air comme un orage sur la scène. Ses yeux, d'habitude voilés par la résignation, brillaient d'une lueur que je n'avais jamais vue, la rage pure, sculptée par des années de silence avalé. Pour mon bien ? Vraiment, avait-elle répondu, sa voix basse, presque un murmure, mais chargée d'une électricité qui nous a tous figés. Elle s'est levée lentement, sa silhouette, oh oui, celle qu'ils appelaient débordée, se déployant comme une ombre imposante dans la lumière tamisée des lustres en cristal. Alors pour le vôtre, je vous recommande la maison de retraite des ombres oubliées, à Saint-Mandé. Ils ont des programmes spéciaux pour les narcissiques en fin de course, thérapie de groupe pour affronter le vide intérieur, et des pilules pour adoucir les regrets. Ou peut-être juste un lit pour crever en paix, loin de vos filles que vous n'avez jamais vraiment vues. Le choc a été comme un uppercut. Maman a pâli, sa main tremblant sur le bord de la table, et papa a toussé, cherchant ses mots dans le désert de son arrogance. Moi, Élise, la grande sœur invisible, j'ai senti un frisson me traverser au pas de peur, mais d'exaltation. C'était la première fissure dans leur armure d'acier, et Camille l'avait enfoncée d'un coup de talon précis. Mais ce n'était que le début. Derrière ce sourire carnassier se cachait un plan que j'ignorais encore, un labyrinthe de vengeance tissé dans l'ombre de nos souffrances partagées. Et moi, je allais m'y engouffrer avec elle, car les monstres qu'ils avaient créés en nous étaient prêts à les dévorer. Les jours suivants ont été un tourbillon de silence pesant et de regards en coin, comme si l'air de l'appartement s'était épaissi d'un poison invisible. Maman errait dans les couloirs, ses escarpins claquant avec une urgence nouvelle, ramassant des miettes imaginaires sur les tapis persans. Elle n'a pas dit ça, n'est-ce pas? C'était une blague, Élise. Ta sœur a toujours eu un humour décalé. Mais sa voix chevrotait, trahissant la faille. Papa, lui, s'enfermait dans son bureau, feignant de consulter des rapports boursiers, mais je le surprenais à fixer le vide, les doigts tambourinant un rythme erratique sur le bois de chêne. Camille et moi partagions une complicité nouvelle, forgée dans le creuset de cette rébellion. Depuis notre enfance, nous avions été les poupées de leur théâtre, moi, l'aînée studieuse, destinée à l'ENA pour perpétuer l'illusion d'une lignée irréprochable, elle, la cadette rebelle, tolérée tant qu'elle ne salissait pas l'image. Nos dîners étaient des chants de mine, Élise, redresse-toi, on ne se louche pas dans cette famille. Camille, encore du chocolat? Tu veux ressembler à quoi à 30 ans? Chaque bouchée était une leçon, chaque regard une sentence. Nous avions appris à avaler, à sourire, à nous effacer. Mais les miroirs de l'appartement, ces glaces anciennes au cadre doré où nous renvoyaient des reflets fracturés, des corps marqués par la faim émotionnelle, des âmes affamées d'un amour qui n'existait que dans leurs discours creux. J'ai retrouvé Camille un soir sur le balcon, face à la tour Eiffel qui scintillait comme un joyau mensonger. Elle fumait une cigarette, un vice qu'elle s'était offert en secret, symbole de sa petite rébellion quotidienne.
Tu sais, Élise, j'ai pas dit ça pour rire. J'ai visité cette maison de retraite la semaine dernière. C'est réel. Des chambres avec vue sur un jardin potager, des activités pour réconcilier avec son passé. Parfait pour eux. Sa voix était calme, presque clinique, mais ses yeux pétillaient d'une malice sombre. J'ai ri, un rire nerveux qui s'est mué en sanglots. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Elle a écrasé sa cigarette contre la rambarde en fer forgé. Parce que je suis enceinte. Et je refuse que mon enfant grandisse dans cette prison dorée. L'annonce m'a frappé comme un éclair. Enceinte. De qui? D'un amant fugace, d'une nuit volée à leur emprise? Elle n'a pas précisé, et je n'ai pas demandé. C'était son armure, son secret. Mais cela expliquait tout, la pilule qu'elle avait refusée ce matin-là, glissée discrètement dans son assiette par maman sous prétexte de vitamines. La rage de Camille n'était plus abstraite, elle était viscérale, protectrice. Ils ne toucheront pas à ça. Ni à moi. Et toi? Tu vas continuer à jouer leur jeu. Ces mots étaient une invitation, un fil tendu entre nous. J'ai hésité, le vent de Paris fouettant mes cheveux. Puis j'ai murmuré, non. Plus jamais. Cette nuit-là, seul dans ma chambre au mur tapissé de livres non lus ou des tomes de philosophie que papa m'avait imposés pour cultiver l'esprit, j'ai fouillé dans les tiroirs de ma commode. Au fond, sous des piles de CV impeccables, gisait un dossier jauni, des lettres, des photos, des preuves accumulées en secret au fil des ans. Les factures d'hôpitaux pour mes crises d'anxiété, ignorées comme des caprices, les messages de Camille, suppliant un câlin qu'il niait, les rendez-vous manqués avec des thérapeutes qu'il sabotait. C'était notre histoire, non la leur. Et si Camille avait allumé la mèche, j'allais verser l'huile. Le lendemain, au petit déjeuner, l'atmosphère était un champ de ruines. Maman sirotait son café noir, les yeux cernés par une insomnie qu'elle attribuerait à l'ingratitude des enfants. Papa lisait le Figaro, feignant l'indifférence. Camille est entrée, radieuse dans une robe ample qui masquait à peine son secret, et a posé sur la table un prospectus plié avec soin, la maison de retraite des ombres oubliées. J'ai coché les options. Programme anti-narcissisme, avec séance de miroir pour affronter son reflet vrai. Et un tarif familial réduit pour vous deux, bien sûr. Papa a reposé son journal, le visage empourpré. C'est ridicule, Camille. Tu es hystérique. Mais sa voix tremblait, et maman a renversé sa tasse, le liquide sombre se répandant comme du sang sur la nappe blanche. J'ai vu alors la faille s'élargir, leur narcissisme, se bouclier contre le monde, se fissurait sous le poids de notre unité. Ce n'était pas de la cruauté gratuite, c'était une catharsis, un scalpel contre les cicatrices qu'ils nous avaient infligées. Et tandis que Camille quittait la table d'un pas léger, je me suis levé pour la suivre, laissant derrière moi les échos de leur stupeur. La vengeance n'était pas un mot, c'était un chemin, et nous venions d'y poser le premier pied. Les semaines qui ont suivi ont transformé notre appartement en un théâtre d'ombre, où chaque geste était une réplique calculée dans une pièce dont ils ignoraient encore le scénario. Camille s'était installée dans une routine de défis subtils, des repas pris en solo dans sa chambre, des robes flottantes qui défiaient les regards inquisiteurs, et des appels téléphoniques murmurés à des avocats. Oh oui, des avocats. Elle préparait son départ, un exode discret vers un studio à Montmartre, loin de leurs griffes. Moi, je restais, l'espionne dans la place, collectant les munitions pour l'assaut final. Maman a tenté de contre-attaquer par le déni, son arme favorite. C'est la grossesse qui la rend irrationnelle, Élise. Les hormones, tu sais. Elle me confiait cela lors de nos soirées mère-fille, ces rituels forcés où elle disséquait ma carrière naissante en consulting. Tu pourrais viser plus haut, chérie, comme ton père, tout en sirotant un verre de chardonnay trop vite. Mais je voyais les craquelures, ses mains qui tremblaient en appliquant son rouge à lèvres Chanel, ses nuits passées à feuilleter des albums photos, cherchant des preuves d'un amour qu'elle n'avait jamais donné. Le narcissisme est un miroir déformant, il reflète seulement soi, jusqu'à ce que l'image se brise et révèle le vide. Papa, lui, optait pour la manipulation froide. Un soir, il m'a convoqué dans son bureau, une pièce au mur tapissée de diplômes et de photos de gala au son panthéon personnel. Élise, ta sœur est en train de détruire cette famille. Tu es l'aînée, c'est à toi de la ramener à la raison. Sa voix était mielleuse, paternaliste, mais ses yeux trahissaient la panique, la peur de perdre le contrôle, de voir son empire domestique s'effondrer. J'ai feint l'hésitation, baissant les yeux sur le tapis persan. Et si c'était vous qui aviez tout faux, papa?
des années à nous modeler comme de l'argile, et maintenant, on se rebelle. Il a ri, un éclat forcé. Rebelle? C'est de l'immaturité. Pense à l'héritage. Héritage, le mot-clé, la chaîne qui l'agitait comme un leurre. Mais Camille avait raison, la grossesse l'avait libérée. Elle me racontait ses nuits, bercée par les mouvements du bébé, un battement de cœur qui n'appartenait qu'à elle. C'est comme si ce petit être me disait, « Maman, tu vaux mieux que ça. » Et pour la première fois, je le crois. Nous complotions dans les cafés du quartier, sous les arcades du Palais Royal, entourés d'étudiants indifférents et de touristes émerveillés. Elle avait contacté une association pour victimes de parents toxiques, un réseau souterrain en France, discret mais puissant, avec des psychologues et des juristes prêts à armer les survivants. On va les documenter, Élise. Chaque insulte, chaque manipulation. Pour le jour où ils oseront contester la garde ou l'héritage. Le jour J est arrivé plus tôt que prévu. Un appel de l'hôpital, maman avait fait une crise cardiaque. Pas mortelle, mais un avertissement, le stress, disaient les médecins, aggravé par des tensions familiales. Nous nous sommes précipités au CHU Pitié-Salpêtrière, ce monstre de béton au bord de la Seine, où les couloirs sentent le désinfectant et le regret. Papa était là, pâle sous son costume sur mesure, tenant la main de maman comme un accessoire. Elle va s'en remettre, mais il faut du calme. Pas de drame. Camille a hoché la tête, sereine, et a sorti une enveloppe de son sac, des résultats d'échographie, des rapports médicaux sur nos propres traumas, anxiété chronique pour moi, boulimie cachée pour elle. Du calme? Commencez par signer ça. Un accord, vous cessez les critiques, ou on porte plainte pour harcèlement moral. Le choc a été électrique. Papa a arraché l'enveloppe, ses yeux parcourant les lignes comme un condamné sa sentence. Maman, encore faible dans son lit d'hôpital, a murmuré, « Comment osez-vous ? Nous vous avons tout donné. » Camille s'est penchée, son ventre arrondi effleurant le bord du lit. Tout. Des complexes, des doutes, une vie à mendier votre approbation. Prenez votre retraite, acceptez l'aide, ou on vous laisse aux ombres oubliées seul. J'ai ajouté ma voix, pour la première fois ferme, c'est fini, les jeux. On reconstruit sans vous, ou avec vous, mais à nos conditions. Ils ont signé, d'une main tremblante, sous le regard impassible des infirmières. Ce n'était pas la victoire totale où le narcissisme ne meurt pas d'un trait de plume mais une brèche. En sortant, sous un ciel parisien d'automne pluvieux, Camille a serré ma main. Prochaine étape, l'héritage. Mais pas pour l'argent. Pour la liberté. Et moi, sentant le poids de mes chaînes se dissoudre, j'ai su que la vraie revanche était intérieure, reclin notre narrative, sculpter nos vies des débris des leurs. Retourner dans l'appartement après l'hôpital était comme pénétrer dans une maison hantée non par des fantômes, mais par les échos de nos propres voix étouffées. Les murs, autrefois oppressants, semblaient maintenant murmurer des secrets, le craquement du plancher marquant les pas furtifs de mon adolescence, quand je me glissais dehors pour respirer l'air libre de la nuit parisienne, les ombres des rideaux dansant comme les silhouettes de nos disputes étouffées. Maman était rentrée, alitée sous prétexte de convalescence, mais en vérité pour ruminer. Papa naviguait entre le bureau et la chambre, évitant nos regards, son silence une armure fissurée. Camille avait accéléré son déménagement, transformant sa chambre en un chantier de libération, carton rempli de livres volés à la bibliothèque familiale au Proust, Sartre, des tomes sur la résilience qu'il n'avait jamais lus. Je les prends, Élise. Pour me rappeler que la littérature n'est pas qu'un ornement pour leur dîner. Moi, je fouillais les greniers de mémoire, déterrant des artefacts, un journal intime de mes 16 ans, page noircie de doutes sur mon corps, incité par leurs conseils bienveillants, une lettre de Camille, écrite à 10 ans, suppliant s'il vous plaît, aimez-moi comme je suis. Ces reliques n'étaient pas des armes, elles étaient des miroirs, nous renvoyant la vérité qu'ils avaient occultée. Une nuit, incapable de dormir, j'ai surpris papa dans le salon, un verre de cognac à la main, fixant une photo de nous quatre à Deauville aux plages ensoleillées, sourire forcé. Tu sais, Élise, on voulait juste le meilleur pour vous. Sa voix était rauque, brisée par l'alcool et peut-être par une once de remords. J'ai hésité sur le seuil, la lumière de la lune filtrant à travers les voilages comme un projecteur impitoyable. Le meilleur? Ou votre version du meilleur, où on n'existe que pour valider vos égos? Il a sursauté, renversant une goutte ambrée. C'est ça, la thérapie? Nous traiter comme des monstres? J'ai ri, amer. Pas des monstres. Juste des humains imparfaits qui ont choisi la facilité.
Et maintenant, on choisit la vérité. Le lendemain, Camille a organisé une séance familiale, pas une thérapie imposée, mais un rituel que nous avions lu dans un manuel de psychologie, un cercle de chaises dans le salon, face à face, sans échappatoire. Maman, encore pâle, s'est assise en tailleur impeccable, mais ses mains nouées trahissaient l'anxiété. Qu'est-ce que c'est que ça? Un tribunal? Camille a secoué la tête, posant une main sur son ventre. Non, maman. Une confession. Dites-nous pourquoi. Pourquoi les pilules, les critiques, les absences? Le silence s'est étiré, lourd comme la brume sur la Seine au petit matin. Papa a craqué le premier. Parce que j'ai eu peur. Peur que vous échouiez, que vous nous dépassiez, que vous voyiez nos failles. Maman a suivi, les larmes coulant enfin, pas théâtrales, mais vraies, salées. J'étais comme vous, Élise. Ma mère me disait la même chose. Maigre, ou invisible. J'ai cru que c'était de l'amour. C'était le pivot, leur narcissisme n'était pas inné, mais hérité, un cycle vicieux ancré dans les rues pavées de leur enfance lyonnaise, où la survie passait par l'apparence. Mais la compréhension n'effaçait pas la douleur, elle l'aiguisait. Camille, impitoyable dans sa vulnérabilité, a répondu, et maintenant? Vous acceptez l'aide, ou on coupe les ponts? Ils ont murmuré des promesses thérapie de couple, visite à la maison de retraite pour tester, mais leurs yeux trahissaient le doute. Moi, j'ai ajouté, c'est pour nous guérir tous. Ou du moins, pour que ça s'arrête là. La séance s'est close sur un hug maladroit, premier contact physique sans condition depuis des lustres. Pourtant, en regagnant ma chambre, j'ai senti la rage résiduelle, la vengeance n'était pas dans la destruction, mais dans la reconstruction, pierre par pierre, sur les ruines de leurs mensonges. Bientôt, les fissures se multiplièrent. Des appels d'avocats pour réviser le testament non pour spolier, mais pour conditionner l'héritage à une clause de bienveillance, preuve de thérapie, où tout passe aux associations d'aide aux victimes. Papa a protesté, mais son ton manquait de conviction. Maman, elle, a commencé à lire des livres sur le narcissisme, empruntés en secret à la bibliothèque du Marais. Camille, rayonnante de sa grossesse avancée, préparait son nid, un appartement avec vue sur Sacré-Cœur, où le bébé grandirait libre. Et moi? J'ai démissionné de mon poste aliénant, optant pour un freelance en écriture thérapeutique transformer nos traumas en récits libérateurs. Mais le passé n'est jamais loin. Une lettre anonyme arriva, une ancienne amie de maman, révélant des dettes cachées, des adultères tus. Était-ce karma, ou notre influence subtile? Peu importe. Les échos s'amplifiaient, et avec eux, notre force. La maison de retraite n'était plus une menace, elle devenait une porte de sortie, pour eux et pour nous. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre, transformant les boulevards en labyrinthes glissants où chaque pas rappelait la précarité. Camille avait emménagé, son studio un cocon de couleurs vives murs ocre, coussins brodés, une nurserie naissante avec des mobiles en forme d'oiseaux migrateurs, symbole de liberté. Elle m'invitait souvent, et nous passions des soirées à dévorer des tartes aux pommes du quartier latin, riant de nos victoires minuscules, un texto poli de maman, une invitation de papa à un opéra sans sous-entendu. Mais sous la surface, les chaînes invisibles persistaient, ces liens forgés dans l'enfance qui tiraient encore, subtilement. Un après-midi, alors que la neige effleurait les toits de Montmartre, j'ai reçu un appel de l'hôpital encore. Cette fois, c'était papa, une chute dans les escaliers de la Bourse, une fracture du poignet, aggravée par son stress chronique. Je me suis rendu seul à l'Hôtel-Dieu, les rues pavées luisant sous les lampadaires comme des veines ouvertes. Maman était là, vieillie d'un coup, son maquillage impeccable craquelé par les larmes. Il refusait la thérapie, Élise. Il disait que c'était pour les faibles. Sa voix était un fil ténu, et pour la première fois, je vis la femme derrière le masque, une prisonnière de ses propres peurs, élevée dans un monde où l'apparence valait tout. Assis dans son lit, plâtré et grognon, papa tenta sa vieille tactique, c'est ta faute, Élise. Tout ce cirque avec Camille. Mais je l'ai coupé, posant sur la table de chevet le dossier que j'avais étoffé ou des enregistrements de nos conversations, des témoignages de cousins exilés par leur tyrannie. Non, papa. C'est le vôtre. Des années à nous briser pour vous sentir grand. Maintenant, signé pour la maison de retraite. Pas comme punition, mais comme renaissance. Il a fixé le plafond, les larmes coulant en silence à un homme confronté à son reflet, enfin nu. Camille arriva plus tard, son ventre proéminent la rendant presque sacrée dans cette chambre aseptisée. On peut arrêter les hostilités,
si vous voulez. Mais le bébé arrive en mars. Et il n'aura pas apporté vos chaînes. Ils hochèrent la tête, vaincus, et signèrent les papiers pour une visite d'essai à Saint-Mandé. La maison des ombres oubliées, un bâtiment art déco niché dans un parc aux allées bordées de marronniers, où des seigneurs jardinaient, riaient, se racontaient des histoires sans jugement. Pas un mouroir, mais un havre ironie cruel pour des narcissiques accoutumés aux strass. De retour à Paris, la vengeance prit une tournure inattendue, la guérison. Maman entama une thérapie, confessant des secrets enfouis ou une enfance volée par une mère alcoolique, un mariage de façade pour fuir. Papa suivit, ces séances le confrontant à sa lâcheté, avoir sacrifié ses filles pour une carrière creuse. Nous les visitions, Camille et moi, apportant des gâteaux de chez Pierre Hermé, écoutant leurs balbutiements. Ce n'était pas du pardon facile, c'était une transaction, leur vulnérabilité contre notre paix. Mais les limites furent testées quand Camille accoucha prématurément une fausse alerte, mais terrifiante. À la maternité Port-Royal, entourée de moniteurs bipants, elle murmura, si j'avais écouté leur pilule, si j'avais cédé. Je serrai sa main, le cœur battant. Papa et maman arrivèrent, hésitants, et pour la première fois, ils virent le bébé, un garçon, minuscule et parfait. Maman tendit un doigt tremblant, le petit serra, innocent. Il est magnifique. Pas de critique, juste de l'émerveillement brut. Papa pleura ouvertement, un spectacle inédit. Pourtant, la psychologie humaine est un marécage, leur progrès était fragile, menacé par les rechutes. Une dispute éclata lors d'un déjeuner dominical, maman glissa un « tu devrais surveiller ton alimentation » avec le bébé. Camille se leva, furieuse. Assez. La maison de retraite, maintenant. Où c'est fini. Ils partirent, tête basse, et le lendemain, les papiers étaient signés. La chaîne se brisait, non par violence, mais par choix le leur, forcé par notre fermeté. Dans les rues enneigées, je marchais seul, sentant le poids s'alléger. La revanche n'était pas destruction, c'était libération, pour tous. Mais au fond, une ombre persistait, avions-nous vraiment gagné, ou juste reporté la bataille? Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là, comme s'il hésitait à effacer les cicatrices de l'hiver. Camille et le bébé Louis, prénommé d'après un arrière-grand-père rebelle, s'épanouissaient dans leur bulle montmartroise, bercés par les cloches de Sacré-Cœur et les rires des artistes de rue. Moi, j'avais lancé mon blog, Écho de famille brisée, un recueil anonyme de témoignages, mêlant nos histoires à celles d'autres survivants. Les lectures affluaient, un catharsis collectif qui me valait des nuits sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Les parents s'étaient installés à la maison des ombres oubliées fin février, un déménagement discret orchestré par des déménageurs efficaces. L'appartement du Marais, vidé de leurs affaires costumes Armani, robes de gala, albums truqués, devint un espace neutre, loué à un jeune couple d'artistes. Première victoire tangible, l'héritage matériel, redistribué pour financer nos indépendances. Mais la vraie racine à arracher était psychologique, ce rhizome toxique qui s'enfouissait profond. Les visites étaient un rituel ambivalent, promenade dans le jardin, où maman cueillait des herbes pour des tisanes, une passion nouvelle, thérapeutique. Ça calme les nerfs, Élise. Essai. Papa, en fauteuil roulant temporaire après sa chute, philosophait sur les bancs, j'ai lu Freud ici. On est tous un peu fous, hein. Leur progrès était lent, entrecoupé de rechutes, un appel nocturne de maman, larmoyant, je suis seul, viens me voir. Camille filtrerait, seulement si tu as fait ta séance. C'était impitoyable, mais nécessaire, la limite, cette frontière qu'ils avaient effacée chez nous, redevenait sacrée. Un week-end, lors d'une sortie autorisée à Versailles ou Ironie, ce palais des apparences royales, la confrontation culmina. Sous les allées de Tilleul, face au grand canal scintillant, papa lâcha, vous nous punissez pour rien. On a changé. Camille, Louis dans les bras, riposta, changé? Prouvez-le. Racontez à Louis, un jour, comment vous avez failli le détruire avant sa naissance. Maman s'effondra sur un banc, sanglotant, j'avais peur de ne pas être assez. De vous perdre comme j'ai perdu ma mère. Papa avoua son adultère passé, une faille qui avait miné leur union. C'était cru, glauque, mais libérateur, aux les racines arrachées, exposées à l'air. De retour, Camille accoucha pour de bon, un garçon vigoureux, criant sa vie sous les néons de l'hôpital. Nous étions là, tous, dans une trêve fragile. Maman tint Louis pour la première fois sans critique, juste un murmure, bienvenue, petit. Papa offrit un mobile en argent,
gravée et liberté. Était-ce sincère? La psychologie dit que le narcissisme s'adoucit avec l'âge, confronté à la mortalité. Mais nous restions vigilants, nos cœurs blindés par les ans. Ma propre vie fleurissait, un amour naissant avec un éditeur rencontré via le blog, des conférences sur la résilience familiale. La vengeance s'estompa, transmutée en empathie prudente. Pourtant, une nuit, seul sur le balcon de l'ancien appartement en maintenant le mien, je sentis le tiraillement, avions-nous trop pardonné? Camille, au téléphone, rit, non, sœur. On a équilibré la balance. Laisse-les à leurs ombres, nous, on danse dans la lumière. Les racines arrachées laissaient un sol fertile, prêt pour de nouvelles semences. La maison de retraite n'était plus une menace, c'était leur renaissance, et la nôtre. L'été enveloppa Paris d'une douceur inattendue, les quais de Seine bruissant de rires et de guitares gitanes, comme si la ville elle-même célébrait notre trêve. Louis grandissait, un tourbillon de curiosité aux boucles brunes, rampant sur les tapis de l'appartement de Camille, indifférent aux ombres du passé. Moi, Élise, j'avais publié mon premier livre, Chaînes invisibles, un récit voilé de notre saga, best-seller discret dans les librairies du quartier latin. Les critiques louaient sa profondeur psychologique, ancrée dans le réalisme français, un clin d'œil à notre Gu, ce mélange de logique impitoyable et d'émotions à fleur de peau. Les parents, installés définitivement à Saint-Mandé, s'adaptaient. Des lettres arrivaient, maman décrivait ses ateliers d'écriture, où elle confessait ses failles, papa, ses parties d'échecs avec d'anciens banquiers, apprenant l'humilité dans la défaite. On progresse, chérie. Merci pour le coup de pied. Pas de grand pardon théâtral, mais une paix pragmatique, visite mensuelle, Noël partagé, sans plus de pilules ou de critiques. Leur narcissisme, érodé par le temps et la thérapie, révélait des humains ordinaires, imparfaits, vulnérables, dignes d'une seconde chance conditionnelle. Camille et moi, soudés par le feu, avions reconstruit. Elle lançait une association pour mères survivantes de familles toxiques, financée par les royalties de mon livre. Moi, en couple stable, envisageant un enfant non par obligation, mais par joie. La maison de retraite, ce clin d'œil vengeur initial, était devenu un pont, ils y trouvaient du sens, nous, la distance nécessaire. Un soir doux, sur une terrasse du Marais surplombant les lumières de la ville, nous trinquâmes Camille, son compagnon, moi et le mien, Louis gazouillant sur les genoux. À la famille qu'on choisit, dit-elle, ses yeux brillants. Pas de regret pour la réplique fatidique, se recommander une maison de retraite qui avait tout déclenché. C'était le spark, le moment où le poison s'était retourné contre ses créateurs. La psychologie humaine, Candin à la limite, révèle sa force, non dans la destruction, mais dans la transmutation. Nous avions été leurs victimes, maintenant, nous étions nos propres héroïnes, dans cette ville éternelle qui absorbe les drames comme la Seine ses secrets. Et si l'ombre persistait, la lumière vive, implacable l'éclipsait enfin.